Géographie, thème 2, chapitre 1, dans le monde, grand 3, les organisations de coopération. Quels sont le rôle et les limites des organisations de coopération dans la mondialisation? Petit 1, des organisations internationales. Des institutions internationales encouragent la mondialisation en incitant à la libéralisation des échanges. Depuis 1944, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale promeuvent une économie libérale. De même, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, peut sanctionner tous les écarts au libre-échange. Ces institutions ont aussi pour objectif de résoudre les conflits et tensions commerciales liées à la mondialisation. À l'OMC, tout État membre compte pour une voix, ce qui permet aux pays pauvres ou émergents de se faire entendre. Le FMI et la Banque mondiale prêtent de l'argent aux pays en difficulté. Des groupes de pays comme le G7 ou le G20 se sont formés pour tenter de résoudre les défis mondiaux et de réguler la mondialisation. Ces coopérations plus informelles permettent parfois de contester l'ordre proposé par les institutions internationales. La création du G20 ou des BRICS témoigne d'une volonté de promouvoir un monde plus multipolaire. Petit 2, des organisations de coopération régionale. Des regroupements entre États ont pour objectif de peser dans la mondialisation. Ces associations régionales ont tout un fonctionnement et des objectifs différents. C'est parfois une simple zone de libre-échange, comme l'ACUM, ou une coopération plus poussée en matière économique, monétaire et politique, comme l'Union européenne. L'échelle continentale est particulièrement pertinente pour les États et les entreprises. Toutes les associations régionales favorisent en leur sein le libre-échange par la levée des barrières douanières, aussi bien l'ASEAN en Asie que le Mercosur en Amérique latine. Elles rassemblent souvent des pays de poids économique différents, avec donc parfois des tensions. Cette coopération régionale permet de renforcer la puissance économique et l'attractivité de l'espace concerné. Le commerce intrazone est favorisé par des corridors de développement. Les échanges mondiaux s'organisent principalement entre ces grandes associations. Qu'est-ce qu'une intégration régionale? C'est une harmonisation des législations qui favorise les échanges entre pays sur de vastes espaces, parfois d'échelle continentale. Petit 3, des tensions qui demeurent fortes. Malgré certaines réussites, les coopérations régionales connaissent toutes des tensions. Dans l'Union européenne, le Brexit souligne le désaccord profond au Royaume-Uni entre les gagnants et les oubliés de la mondialisation. Les tensions portent également sur le modèle économique. Certains pays prônent un minimum de protectionnisme, quand d'autres sont favorables au libre-échange. Par exemple, les États-Unis de Donald Trump favorisent les productions nationales, ce qui provoque des tensions au sein de l'ACUM. Au sein du Mercosur, c'est le Brésil qui est le pôle moteur. C'est une puissance régionale, mais à vocation mondiale. Il fait partie des pays émergents. La région frontalière entre les États-Unis et le Mexique, qu'on appelle aussi la Mex-Amérique, est emblématique des tensions au sein de l'ACUM. On a au Mexique les usines de montage, c'est-à-dire les maquiladoras, qui bénéficient d'une main-d'œuvre peu coûteuse, et les produits fabriqués sont ensuite exportés aux États-Unis. Il y a libre circulation des marchandises, mais pas des hommes, comme on le voit ici avec une partie du mur que Trump avait voulu développer. La Mex-Amérique est donc un exemple à la fois de la nouvelle division internationale du travail et des inégalités socio-économiques à l'intérieur des associations de coopération régionales. Les tensions émanent également de mouvements citoyens qui émergent depuis la fin des années 1990. L'altermondialisme est une nébuleuse d'associations qui s'opposent à la mondialisation libérale, tout en s'engageant souvent pour la protection de l'environnement. C'est un mouvement social qui revendique et promeut une mondialisation maîtrisée et solidaire. Mais ce n'est pas un mouvement uni. On peut y trouver aussi bien de nombreux partis de gauche, voire d'extrême gauche, que des ONG, principalement de défense de l'environnement, mais parfois d'anciens libéraux comme Joseph Stiglitz, qui a dirigé la Banque mondiale, qui deviennent des critiques du libéralisme. Cette caricature émanant d'une organisation altermondialiste rassemble les idées principales de ce mouvement.
Pour les altermondialistes, la mondialisation est en fait l'occasion pour les États-Unis d'exercer leur puissance à l'échelle mondiale, d'où ici la représentation de l'entreprise Amérique. La mondialisation libérale, selon eux, accroît les inégalités entre les pays, elle accroît aussi les inégalités socio-économiques à l'intérieur des pays. Il s'oppose donc à l'économie libérale, c'est-à-dire à la doctrine qui promeut la libre entreprise et la loi du marché. Les libéraux, eux, pensent que la mondialisation a permis à des pays du tiers-monde de connaître la croissance économique, par exemple en Asie à la fin du XXe siècle, avec l'émergence de la Chine et des 4 dragons, Taïwan, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud. Ces revendications citoyennes ont pour point commun de prôner une gouvernance mondiale plus équitable et plus durable. Il s'agit donc de favoriser une meilleure communication entre les pays. Nous avons donc traité le grand 3 de ce chapitre. Nous avons abordé les coopérations économiques et politiques, mais aussi les tensions dans la mondialisation.